Bonjour humains, aujourd'hui on va vous parler des fandoms. Les fandoms, qu'est-ce que c'est? Fanatique plus domain, c'est une communauté de fans qui sont réunis autour d'un même sujet qui relève souvent de la fiction et des univers imaginaires qu'ils prennent place dans une BD, un livre, un jeu vidéo, des films, une série télé, etc. Le mot fanbase est plutôt utilisé par les ayants droit de l'objet vénéré en question ou par la presse. Le fandom, lui, est plutôt auto-déterminant, créé, né même de la passion d'un nombre de personnes qui partagent une véritable sous-culture. On pourrait penser que c'est un terme assez récent, mais le mot fandom date en fait de 1903. Le premier fandom, c'était donc Sherlock Holmes. Les premiers fans se sont réunis à peu près 3 ans après l'apparition des premières aventures du détective, donc une étude en rouge. Et donc vers 1890, on a la Sherlock Holmes Society, qui se réunit dans les pubs anglais très régulièrement. Et c'est pas que à Londres d'ailleurs, hein, c'est un phénomène international déjà à cette époque. À New York, on a les Baker Street Irregulars. On a une deuxième grande vague, les années 60. On a l'apparition des œuvres de Tolkien. On a également Doctor Who. On a Star Trek, donc les belles années de la science-fiction. Les années science-fiction pyjama. Ensuite, on a les années 90 avec l'essor des séries télé. Pour chez nous, la grande référence. Avec des belles séries quand même. Qu'est-ce qu'on peut citer? On peut citer Buffy contre les vampires. Tout à fait, ou Stargate SG1 par exemple aussi. Mais oui, ou Charmed. Ou FX effets spéciaux. FX effets spéciaux. Et le caméléon, j'insiste. Beaucoup de merveilles. Et la dernière grande vague pour les fandoms, la dernière en date tout au moins, dans les années 2000, il y a l'apparition de Harry Potter qui s'est touché un public très très large, international. Et tout ce qui est adaptation d'histoires de super-héros au cinéma, Marvel au début et malheureusement DC Comics aujourd'hui. Et au-delà de tous ces sujets, il y a surtout l'apparition d'Internet qui a permis de développer de manière assez exponentielle toutes ces communautés. Et de connecter les fandoms entre eux n'importe où dans le monde et plus facilement. Et donner accès à de nouvelles séries aussi, qu'on n'avait pas forcément grâce à Internet. D'internationaliser tout ça. C'est ça, c'est beau, c'est la mondialisation culturelle. Dans tous ces fandoms, on retrouve une forme de fraternité. Plus le sujet vénéré est obscur, plus la communauté va être soudée, naturellement, et elle sera aussi plus réfractaire à intégrer les nouveaux membres sur la base du fait qu'il faudra être un vrai pour rentrer dans la communauté. Les vrais savent. Et à partir de là, il y a une importance dans le nom. Les fandoms se nomment eux-mêmes, ça leur permet encore une fois d'affirmer leur culture, ce qu'elles aiment et leur appartenance à un groupe. Typiquement, il est très difficile d'imposer un nom à un fandom. On a 2 exemples à ce sujet. Le premier exemple, c'est l'acteur Benedict Cumberbatch, connu pour son rôle de Sherlock Holmes dans la série Sherlock. Cet acteur, donc, a une communauté de fans très importante, principalement féminine à une époque, qui s'était surnommé les Cumberbitches, en reprenant son nom à lui. Il se trouve que notre ami Benedict, étant britannique et prude, n'était pas super fan de ce nom. Et très poli. Et très très poli. Ça, c'est un anglais, c'est un anglais. Il a voulu proposer le Cumber Collective, ce qui n'a pas du tout pris parce que. C'est moche. Voilà. Mais finalement, ces fans ont un petit peu écouté l'appel et aujourd'hui, il y a plusieurs versions qui cohabitent. Notamment, bon, les Cumber Bitches sont encore là, il y a aussi les Cumber Babes et les Cumber Cookies. Ce qui est beaucoup plus mignon. Parce qu'en fait, ils disent que le Cumberbatch, le batch, c'est la préparation de la pâte pour les cookies. Ça voilà. Et donc, en fait les Cumberbatch, ce sont chacun individuellement des Cumber Cookies. Malin. Ah, et puis c'est mignon en plus. Un autre exemple concerne le fandom de The Hunger Games. Quand le premier film est sorti, il y a eu un reportage de la chaîne E! Entertainment qui avait décidé unilatéralement d'appeler les fans les Jabberjays en référence aux oiseaux espions qu'on aperçoit dans le premier volume de Hunger Games. Il se trouve que ça n'a pas du tout plu à la communauté parce que c'était un peu nul de traiter d'oiseaux. Un site de fans américain, la plus grosse communauté en ligne à l'époque, a organisé un sondage. Dès le lendemain. Ils étaient vraiment remontés. Et ils ont lancé un sondage et finalement c'est l'appellation de Tributes qui a été retenue, faisant référence aux jeunes enfants qu'on envoie se faire massacrer dans l'arène du Capitole. La dystopie, c'est vraiment génial. Massacre et tout. Ah, c'est super, on tue les enfants pour le fun, et ça fait de la bonne télé-réalité. 2 origines principales pour les noms des fandoms, soit une version adjectivée du nom de l'œuvre, les Trekkies, les fans de Star Trek, les Whovians, les fans de Doctor Who, les Ringers, les fans du Seigneur des Anneaux, enfin Lord of the Rings du coup, et les Thronies, qui sont les fans de Game of Thrones.
Et il y a aussi des noms qui sont des mots ou des termes issus directement de l'œuvre. Donc on a cité les tributes pour Hunger Games, on a les Pokémaniacs pour Pokémon, et les Browncoats pour Firefly. Never forget, still flying. Quand on fait partie d'un fandom, c'est une passion qui est tellement forte qu'elle peut passer pour un activisme qui se rapproche d'une croyance religieuse. C'est quelque chose qui est très très fort dans la vie quotidienne des membres des fandoms. Donc il y a un rapport de culte à l'œuvre qui est très très important. Ça va assez loin, c'est-à-dire que l'auteur lui-même n'a plus de droit en fait sur son œuvre. Elle appartient plus aux fans que à l'auteur. On peut prendre l'exemple de George Lucas, qui subit un déferlement de haine assez incroyable depuis un certain nombre d'années, tout simplement parce qu'il a décidé de retoucher ses œuvres. L'exemple le plus connu, c'est de remplacer l'acteur qui jouait Dark Vador par celui qui jouait Anakin Skywalker dans la prélogie. Il s'appelle Sébastien Shaw. Tout à fait, n'oublions pas Sébastien Shaw. Qui n'existe plus du coup maintenant. Il y a quand même une scène, on le voit, mais il est plus en fantôme et c'est un peu dommage. Et c'est un peu triste. Mais on trouve ça aussi un peu triste qu'il y ait un déferlement de colère aussi énorme contre George Lucas, qui est quand même le créateur d'une œuvre assez immense et qui s'en prend en plein la tronche, n'ayons pas peur des mots, parce qu'il a rajouté un dinosaure en effets spéciaux dans l'arrière-plan de l'arrivée à la cantina. On a même des fans qui prennent parti assez lourdement, ils effacent les changements faits par George Lucas pour reproposer la version originale où Han Solo, évidemment, est le premier à tirer, on le sait tous. Donc ça, c'est un bon exemple d'un activisme en fait assez fort des fans pour retrouver quelque chose qu'ils estiment juste, parce qu'il y a un rapport très très fort de croyance envers l'œuvre originale. Finalement, l'activisme du fan au sein du fandom est lié à son identité. Faire partie d'un fandom et faire de l'activisme, notamment quand on va retoucher les vidéos de George Lucas et faire plein d'autres choses là-dessus, c'est lié à son identité et au fait de revendiquer sa différence. Revendiquer son appartenance à un fandom, c'est revendiquer une forme de différence, un refus d'accepter passivement un chemin tracé devant soi directement, de manger la culture mainstream finalement. On a envie de créer sa propre sous-culture. C'est des fandoms qui ont une force incroyable en fait, qui peuvent vraiment faire changer des choses. J'ai parlé des Browncoats tout à l'heure, le fandom de Firefly. C'est une série d'une douzaine d'épisodes, une série qui est très très cool, un western de space opéra fait par Joss Whedon, le père de Buffy notamment. Mais cette série a été annulée avant la fin de sa première saison par la Fox, mais très rapidement elle a gagné à travers son fandom une véritable notoriété, une véritable reconnaissance critique. Et pendant plusieurs années, les fans ont mené une campagne en achetant tous les DVD pour qu'ils soient en rupture de stock, en les louant sur Netflix, parce que Netflix avant du streaming c'était un échange de DVD par la poste, et en l'offrant à tous leurs proches. Ils ont fait une campagne pour que les DVD de Firefly soient intégrés dans la bibliothèque de tous les navires de l'US Navy aussi, officiellement. Il y a même eu un fan, l'astronaute Chris Hadfield, un astronaute canadien, qui a emmené les DVD de Firefly qui font partie de la DVD officielle de la Science Spatiale Internationale. J'adore cette histoire. Parce que regarder la science-fiction dans l'espace, c'est quand même super classe. Et ça a fini par payer, puisque en 2005, ils ont pu faire un film qui s'appelle Serenity, qui venait conclure l'intrigue qui a été posée dans la série télé. Et maintenant, le fandom vit encore, parce que au-delà des films et des séries, il y a des comics, notamment, et un jeu vidéo qui devrait sortir un jour, on espère, qui est en cours de développement depuis 3 ans, mais qui va peut-être arriver un jour. On a pas mal parlé du côté positif des fandoms, mais il y a quand même un côté obscur. Les fans. La passion amène vers le côté obscur, hein, tout le monde le sait, Yoda l'a assez dit. Les fandoms sont souvent le cadre d'affrontements assez forts. Aujourd'hui, on parle pas mal de Marvel versus DC, et le plus historique, c'est quand même Star Trek versus Star Wars. Il faut pas oublier quelque chose qui est pour moi fondamental dans le fait d'appartenir à un fandom, c'est le fun. Le droit de s'amuser en fait, le droit d'affirmer qu'on aime des choses qui peuvent paraître futiles au reste du monde, ignorants qu'ils sont. Le principe de pouvoir aimer des choses plus légères et s'amuser avec, ça c'est quelque chose qui est vraiment important dans le fait d'appartenir à un fandom. C'est pas quelque chose de passif le fait d'appartenir à un fandom, c'est quelque chose la plupart du temps d'assez actif. Donc en fait, ça va représenter un engagement aussi du côté créatif. Donc ça va être par exemple des fanarts, des dessins, des fanfilms, ça va être des fanfictions, hein, donc on a des
très beaux exemplaires de fanfiction autour d'histoires entre des personnages qu'a priori tout oppose. Voilà. Les fameuses histoires d'amour entre Harry Potter et Draco Malfoy. Ça va être aussi des cosplays, hein, on les voit beaucoup dans les conventions. C'est aussi une manière d'exprimer sa passion pour un sujet. C'est pas que les fans, hein, ça peut être aussi le fait du merchandising autour de l'œuvre en question. Une manière de s'exprimer, de s'affirmer, d'exister dans un fandom, c'est d'arborer les couleurs de nos passions et de créer des choses autour, et c'est un peu ce qu'on va faire ici. Voilà, j'espère que notre première vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire à quel fandom vous appartenez et qu'on puisse en discuter ensemble et éventuellement se disputer là-dessus. Oui, bien Voilà, sûr, on sera là pour ça, pour s'opposer à vous. que la force soit avec vous. Toujours. Toujours.